Ok. Bonsoir. Merci beaucoup, Victoria. Merci pour l'introduction. Merci de m'avoir invité, mais je suis pas sûr si c'est vraiment un merci de m'avoir invité parce que c'est exactement comme tu le dis. Victoria, un jour, elle m'appelle. On se connaissait de ma ancienne vie. Vie d'agence de presque 30 ans. Et elle me demande, mais qu'est-ce que j'ai lu là? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je ne comprends pas. Alors, on s'est vu pour un café ou un thé à Berne et j'ai raconté un peu, peut-être un peu trop passionné. Elle a dit, mais c'est que ça, il faut que tu viennes raconter ça dans le soin du Swiss Marketing. Et là, je me suis dit, mais je ne sais pas si c'est une histoire marketing. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. Sinon, il faut juste faire des signes comme... allez-y, plus vite, commencez à voir la montre. Moi, j'essaie de réagir. Alors, il y a des bonnes nouvelles quand même. Victoria l'a déjà dit, il y a un apéro après. Il y a un peu de fromage aussi, un peu de restes que j'ai trouvé dans la cave. Et en plus, ce que j'ai essayé maintenant, pour ne pas vous parler juste pendant, je sais pas, 40 minutes des fromages, parce qu'on n'est pas au salon du fromage ici. J'ai essayé de faire un peu un axe marketing dedans et j'espère que ça va réussir. Alors, j'essaie de montrer un peu justement autour de l'idée de créer une marque, ce que c'était notre idée, ce qu'on a essayé de faire. Et je commence avec un slide qui dit justement une chose qui est toujours importante pour vous dans le marketing, le time to market. Et on prétend que dans 9 mois, c'était le seul temps qu'on a eu comme une naissance entre l'idée et la mise sur le marché. Ce qui est évidemment pas vrai parce que comme chaque idée, elle était là avant. Il y avait une passion pour le fromage qui était là avant. C'est assez drôle quand c'était annoncé mon départ de chez Publicis, je crois que c'était il y a 2 ans exact maintenant. En août, on avait annoncé au premier client. Et j'avais toujours dit, j'avais pas encore dit je me lance dans le fromage, j'avais dit je me lance dans une start-up au dehors de la communication, pour faire sûr qu'on n'a pas les headhunters qui t'appellent, qui te prennent la chose. Et les gens qui me connaissaient depuis 15 ans ou plus, c'est ceux qui ont... Il y a pas simplement des gens qui ont deviné tout de suite, qui ont dit mais tu lances finalement quelque chose avec des fromages. C'était ça parce que ça fait vraiment un moment que je disais, mais ça me passionne. Je pourrais vivre juste avec un peu de fromage et un verre de vin, ça me suffit. Ok. Alors l'idée, c'était pas encore l'idée qui était là il y a 15 ans, c'était juste une envie de un jour faire quelque chose dans ce domaine-là, même si j'avais aucune idée. J'ai toujours aucune idée d'ailleurs, ce que vous allez voir. En 2016, la seule chose qui existait de cette idée, c'était vraiment ça. Ça, je n'ai pas traduit, c'est en allemand parce que c'est l'original. C'était vraiment ce petit sketch qui existait. Et vous allez reconnaître, comme vous êtes tous dans le marketing, le good old Golden Circle. Tout le monde connaît le Golden Circle de Simon Sinek, non? Si jamais vous ne le connaissez pas, allez une fois sur YouTube, c'était le Golden Circle, le monsieur s'appelle Simon Sinek, et lui, c'est pas nouveau, mais lui, il l'explique très très bien, justement comme lui, il regarde tous les marques et même les personnes. Son livre s'appelle aussi Start with the Why, alors de dire, il faut se poser la question vraiment pourquoi qu'on fait quelque chose. Chaque société sait. Vous savez tout ce que vous faites. On est dans le finance, on vend des voitures, je ne sais pas quoi. On a une agence. On sait comment on dépense beaucoup de temps pour réfléchir sur les valeurs, sur les missions qu'on a. Alors, c'est quoi les valeurs qu'on a? Mais après, le point le plus dur, mais le plus riche à la fin, c'est le pourquoi qu'on fait quelque chose. Et j'ai passé quand même presque 30 ans dans le marketing et on avait il y a des systèmes beaucoup plus élaborés, bien sûr, que le Golden Circle. Et bien sûr, chaque agence vend le système qu'on a. Alors, j'ai vendu pendant des 10 années le système de IPG, après pendant presque 10 ans le système de Publicis. J'ai travaillé avec tous les systèmes, mais c'est presque un peu pénible. Mais pour ma propre chose, je suis de retour sur le Golden Circle parce que si on sait ça, on sait déjà quand même beaucoup. Si on peut répondre à la question pourquoi qu'on fait quelque chose, on a beaucoup. Alors, dans le pourquoi, c'était on veut
aider à préserver l'héritage de la production artisanale du fromage en Suisse. C'est une longue traduction de cette petite phrase qui est là en allemand un peu plus court. Les mots qui étaient dans les valeurs, c'était faire dans le prix et comment on travaille avec les gens. C'était local et professionnel dans le marketing. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'était une des idées. Il y avait dans le vote, il y avait encore plusieurs choses. On pourrait faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui avec la même idée de base. C'était on crée une marque et on nourrit cette marque et on garantit aux petits producteurs de leur prendre leur fromage qu'on crée ensemble et de le commercialiser. Alors ça, c'était en octobre 2016. Ce qu'on avait, c'était un premier business plan. On n'avait pas fait plus que ça, ce que vous avez vu, parce que on travaillait les deux, c'est Michael Fankhauser et moi. On travaillait dans des shops, on n'avait vraiment pas le temps de faire de grands business plans. Alors, on avait plus ou moins ça, et on a dit, maintenant on se lance. On s'était trouvé, et on a dit, je crois qu'on ose le faire. Le but qu'on avait, c'était justement, là j'ai essayé de l'écrire un peu, ce qui était avant dans le cercle. Nous voulons aider avec cette marque à la préservation de la fabrication du fromage suisse dans les règles de l'artisanat traditionnel. Je suis sûr qu'on peut dire mieux en français, excusez-moi, mon français est assez roumanche. Mais c'est ça l'idée de base. Alors, beaucoup de gens qui ont vu ça dans le business plan la première fois, ils ont dit, mais pourquoi ça? On a trop de fromage en Suisse. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est complètement fou ce que vous dites. Et c'est vrai, si on regarde Swiss Cheese Marketing, si on regarde les choses qu'on voit, la Suisse se présente souvent comme le pays du fromage ou un pays du fromage. Les vaches ont toujours des cornes dans les pubs, il y a toujours les Alpes, il y a le Matterhorn et Heidi et tout est joli et tout est beau. Mais bien sûr qu'on est dans un monde où la production devient de plus en plus industrielle. C'est logique, il y a la pasteurisation, la thermisation, tout ça, qui est de plus en plus devenu normal, bien sûr. Si on regardait les chiffres à l'époque 2016, les derniers chiffres, c'était de 2015 qu'on avait, c'était un marché qui n'était pas en grande croissance, mais il était un peu plus que stable. Mais si on regarde justement les noms connus, le Emmentaler, dans les 4 années, ces 4 années, de 2011 à 2015, avait perdu 26%, et déjà avant, le Emmentaler a perdu pendant des années. Presque dans la même direction, le Tilsit. Gruyère se tient le mieux, le plus stable, qui a surpassé Emmentaler, si j'ai bien vu les derniers chiffres. Et le Appenzeller, ils sont tous c'est des chiffres qu'on n'aime pas voir. Alors pourquoi ça, si on est dans un marché qui est plus que stable? Il y a des choses, et là c'est un peu noir et blanc, je sais, mais il y a des choses, des produits comme le Switzerland Swiss Cheese, de nos amis de EMI, c'est un drôle de nom, Switzerland Swiss Cheese, alors de la Suisse, on pourrait dire encore. Fatto in Svizzera, comme ça on a tous les langues dedans, avec beaucoup de Edelweiss et de croix suisses. C'est un fromage au lait pasteurisé qui, je ne sais pas s'il a affiné dans son film d'emballage, c'est un peu un Google Translate, c'est un peu Foliengereift en allemand. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît le vrai mot. Mais si on regarde là, c'est pas pour parler de ce fromage-là, mais si on regarde dans le même temps qu'on a regardé avant, si on regarde la production, c'était 3000 tonnes en 2011, plus que le double en 2015, alors plus que doublé, et la grande partie qui part à l'exportation. Et comme nous deux, on regardait un peu le marché du fromage, on disait, ça c'est des choses que les Américains arrivent à faire très bien sans l'aide des Suisses, à la base, je crois, je ne suis pas sûr. Alors, il y a une réalité, et mon collègue qui fait ça, qui a lancé dans Fromage Mauerhofer avec moi, il vient de l'Emmental à la base, alors pour lui, il a vu ça un peu de plus près encore, la mort des petites fromageries. C'est quelque chose qui se passe depuis des années. Ça dépend un peu des régions. Justement, le Emmental, c'est peut-être la région où c'était le plus dur. Dans les dernières 10 ans, il y a presque 100 fromageries qui sont disparues au Emmental. Alors avant, justement, mon collègue Michael, il était pendant 8 ans aux États-Unis, après 4 ans en France. Alors il n'était pas dans son Emmental pendant 12 ans. Il revient, il dit, quand je suis parti, il y avait dans chaque village, il y avait 2 ou 3 fromageries, même peut-être, c'est vrai, peut-être c'était trop, mais là, on est
dans une situation où beaucoup de gens disent on arrête à faire le fromage artisanal, traditionnel, ça paye plus. Là, de nouveau, c'est un peu le côté négatif parce qu'il y a, comme toujours, chaque trend, il y a un contre-trend. Et là, c'est des petites laiteries, fromageries qui font des choses innovatives, qui font des choses qui disent si on ne peut plus gagner de l'argent en faisant du Emmentaler, si on est tellement mal payé, on prend notre lait et au lieu de le donner à, 30 centimes comme les C industriels, on essaie de faire nos spécialités. Et ils font des choses assez fantastiques, surtout ici dans la région, vous en avez un peu plus que dans des autres régions. Il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas les grandes recettes que tout le monde connaît. Et c'était ça un peu la passion. Alors jusqu'ici, c'était juste pour montrer un peu le marché comme nous on le voyait il y a 1 an et demi. Et on a dit on aimerait faire quelque chose pour aider à préserver cet héritage. Maintenant, nous, on n'est pas des fromagers laiteux. Alors ça commence déjà très mal. Parce que si on veut aider à faire quelque chose et on n'a aucune idée, alors on a dit tout ce qu'on pourrait faire, c'est donner à ces gens une voix ou justement créer une marque. Alors la marque qu'on est en train de créer, ça ne veut pas être un label. Il y a assez de labels. À mon avis, il y a même trop de labels déjà, parce qu'on ne sait plus, on a encore compris les 1000 façons de bio, mais maintenant ça commence à être tellement. On a dit, pour nous, c'est les critères pour notre marque. Et on ne veut pas donner ça à quelqu'un d'autre, on ne veut pas mettre sur nos fromages, même pas un bio, même pas s'ils sont certifiés bio. Mais ça, c'est une autre discussion. Ça. Alors, on a mis les critères qu'on a fait. On a dit, premièrement, l'idée de tous ces critères, c'est facile de faire des produits qu'on dit, c'est vraiment des produits qu'on peut faire qu'avec des petites fromageries et qui ne peuvent pas être faits dans une grandeur que ce sera industriel. Alors on commence on travaille qu'avec du lait cru qui devient d'un rayon de 10 km autour de là où le fromage est produit. Alors, on ne produit pas tous les fromages à un endroit. Au moment où on a 9 fromageries qui travaillent avec nous, pas exclusivement avec nous, on n'a pas cette grandeur, qui font des spécialités pour nous, pour notre marque. Mais là, on dit le lait, il ne doit pas être transporté plus que de 10 km. Il y a cette nécessité de faire ce transport si on est dans une autre échelle que nous, mais pour une petite marque comme nous, qui ont besoin de 2-3 tonnes pour un fromage, on dit ça, c'est faisable avec le lait qui vient vraiment du rayon. Après, on regarde beaucoup sur l'élevage respectueux des animaux, sortie régulière, alimentation herbe-foin, alors pas de silo, bien sûr, si on travaille avec du lait cru, pas du soya, des choses comme ça. Après, on essaie même de faire des choses, comment on dit ça, pur sang. On peut dire ça, des fromages où on dit on a le lait d'un paysan, par exemple, qui a des bétails qui sont d'une race Prospecia rara et on fait un fromage avec. Alors c'est un peu extrémiste, mais on dit de nouveau, on ne veut pas livrer à Coop. On n'a pas besoin de faire 40 tonnes de ce fromage ou même 10 fois plus. On est très content si on arrive à faire 2 tonnes comme ça et on a une spécialité. Par contre, on veut, si quelqu'un suit ces règles, on dit on veut être dans la situation de payer un prix raisonnable. Alors pour les vaches, de dire s'il y a des cornes, si c'est un Prospecia rara bio, on aimerait être dans la situation de dire au fromager qu'il peut payer à ses paysans 1 franc suisse par litre. Ce qu'on sait aussi, ce n'est pas le prix normal. Il y a des autres prix, ça c'est toujours une discussion. Dans la presse, on lit toujours de 65 centimes pour le meilleur lait, mais je crois qu'il y a encore, de toute façon, Emmental, ils sont contents s'ils ont 50 centimes parfois. C'est un peu spécial. Ça se dit tout le reste. Et ce que nous on fait, c'est affiner nous-mêmes, on va voir ça après, dans une cave, là aussi à l'ancienne. Alors tout ensemble, ça a l'air un peu compliqué, mais tout ensemble, ça veut dire rien d'autre qu'on veut produire du fromage comme on le faisait il y a 100 ans. C'est ça. C'est comme ça que c'était produit il y a 100 ans. Alors, il n'y a rien qu'on a inventé. C'est tout qui était déjà là. Ce qui nous donne une chose après, ce qui nous donne des produits qui sont vraiment, notre claim en anglais, limited by nature.
Alors, justement, je connais un peu le patron de Amy. On était ensemble. Premièrement, il était mon client quand il était encore chez Migros dans le marketing, et après, on était ensemble dans le GFM, qui est le chef pour marketing. Et moi, quand il a dit, tu fais quoi exactement? J'ai dit, mais t'en fais pas, tu vas jamais voir dans tes chiffres d'affaires que j'existe. Alors, c'est pas possible. Alors, on sera jamais dans cette direction parce que nous, on veut vraiment faire une niche où on dit, on est là avec une chose que, je vous fais un exemple. On a un fromage qu'on a pu introduire chez Globus, décembre de l'année dernière. On avait tout vendu mi-février. Et maintenant, depuis un mois, on a de nouveau du fromage. C'est un fromage chef qu'on fait avec quelqu'un au Emmental qui arrive à faire 800 kilos. Alors on dit, il y en a 800 kilos après quand ils sont vendus. Mais ce qu'on veut faire avec ça, c'est de dire quand même une marque qui donne... on parle toujours de ce fameux situation win-win. On dit ça pourrait être même un triple win. Alors pour les paysans, il a un prix correct s'il suit quelques règles. Ça, c'est toujours des discussion assez difficile parce que surtout s'il y a des, comment on dit ça, des coopératives où il y a 8 ou 9 paysans ensemble qui ont une fromagerie. Nous, on prend le lait de juste 2 paysans parce qu'ils ont une race Prospecia rara, ils ont les cornes, on paye 1 franc. Les autres 6, ils vont gueuler parce qu'ils vont dire pourquoi lui, il a 2 fois plus que moi, ça va pas. On n'est pas d'accord. Alors, il y a des discussions comme ça, bien sûr, mais à la fin, on arrive à dire, mais ceux qui suivent les règles, on est dans une situation de pouvoir leur payer plus. Pour le fromager, c'est pas qu'on a des fromagers qui travaillent exclusifs pour nous après, mais si quelqu'un il fait du Emmental aujourd'hui, par exemple, un fromager qui travaille pour nous, Bernard Mayer, il a gagné beaucoup de prix avec son Emmental. Il est le seul, à ma connaissance, qui fait un slow food Emmental. Mais pour lui aussi, le prix il est descendu pendant des années. Il n'arrive plus à avoir ses quotas. Alors il a trop de lait, même s'il n'a que 9 paysans, mais il a trop de lait. Il doit donner ce lait très très bon marché à quelqu'un qui vient le chercher. Alors pour lui, nous on est là, on lui aide juste à dire, on se met ensemble. Nous on a une idée, ce qu'on aimerait avoir comme fromage. On est les deux pas fromagers, on n'arrive pas à faire des recettes, on a juste une idée, on dit, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose dans telle et telle direction? On lui paye le lait, on lui paye le temps qu'il a pour développer, et si ça fonctionne, à la fin, on a un nouveau fromage et lui, il arrive à nous vendre quand même, je sais pas, 2-3 tonnes de ce fromage. Peut-être un jour, ce sera un peu plus. Et pour lui, c'est juste, premièrement, il peut faire quelque chose de nouveau, ce qui lui fait plaisir aussi. S'il est un passionné du fromage, il dit, ça me fait plaisir de faire une nouvelle création. Deuxièmement, il a un prix très correct, même plus qu'avec ça, ce qu'il gagne sa vie de chaque jour. Alors pour lui aussi... ça lui aide. Et après, pour le client, la cliente, à la fin, ça sera quelque chose qu'il dit, si je vois un fromage qui s'appelle un fromage Mauerhofer, je sais qu'il a certaines règles qui sont suivies. Ça, c'est toujours ça. Et c'est pour ça que c'est toujours, moi je disais, quand je parlais encore vraiment du marketing avant, et les gens me demandaient, il y a 1000 définitions de c'est quoi une marque, hein. Tout le monde le sait, il y a toutes ces définitions qui existent. Pour moi, la plus courte, qui est toujours valable, les années 60, c'est toujours a brand is a promise kept. Pour moi, c'est la meilleure, parce que de dire aujourd'hui plus que jamais, c'était avant déjà toujours comme ça, mais aujourd'hui, encore avec un shitstorm qui peut être là dans 20 secondes, alors encore plus qu'avant, nous, on ne peut que survivre si on arrive vraiment à avoir à la fin une qualité qui tient la route. Parce que sinon, personne ne veut un autre label qui dit encore quelqu'un qui a des cornes, encore quelqu'un qui a un triple bio, mais on ne peut pas le bouffer. Alors, c'est là. Alors, c'était ça. Jusqu'ici, j'ai montré quelques slides qui étaient comme ça dans notre plan initial qu'on avait fait en octobre. Alors, maintenant, on change un peu à la réalité. Tu me fais signe si je suis trop long, trop vite. Ah oui? Good. Alors, comment y arriver? On avait dit, c'est ça les éléments. L'image n'a rien à faire avec le texte, comme souvent, mais c'était juste des bullet points. On a dit, il nous faut une marque.
une marque qui vient de quelque part, une marque que nous, on trouve c'est une marque forte. Après, il faut, pour nous, c'était le plus grand problème de dire comment on arrive à avoir les meilleurs fromagers. Parce que, il faut savoir, quand on s'est lancé dans ça, les deux, on avait vraiment, je dis toujours, on a encore pas vraiment beaucoup d'idées, on est en train d'apprendre peu à peu, mais là, on n'avait absolument pas d'idées. Alors, si on aurait fait une agence ensemble, on aurait dit, ok, on a le savoir-faire depuis 30 ans, on connaît les gens qu'on aimerait travailler ensemble, on connaît des clients qui seront peut-être intéressés à travailler avec nous, alors ce sera un plan qui est là, où on peut mettre des chiffres derrière. Là, on s'est lancé dans quelque chose qu'on avait une passion, on aimait le produit, on a dit, mais comment on arrivera à vendre ça? Aucune idée. On n'avait pas un seul client, on n'avait même pas parlé avec un client potentiel quand on s'est lancé. Alors, ça veut dire que d'avoir les meilleurs fromagers qui sont les meilleurs, ça veut dire des gens qui sont pas là, qui disent, moi je fais du Appenzeller depuis trois générations, mais c'est tout ce que je sais faire, parce que nous, on ne voulait pas être des commerçants de fromage comme il y a déjà. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux que nous dans ça. Alors on disait, on cherche des gens qui sont innovatifs, qui disent, on va créer quelque chose avec vous ensemble. On est prêt à faire ça. Et ça, pour moi, c'était toujours le point quand je dis, là, on ne va pas y arriver. Parce que c'est comme si j'appelle, je n'ai pas Crissier, et que quelque part, un 18 points, 2 étoiles Michelin, et je dis, on ne se connaît pas, j'appelle Cordine, mais vous ne venez pas cuisiner chez moi à la maison demain soir, on est 2 personnes, on aime la pizza, mais 50 balles, ce n'est pas un problème. Alors, ça va pas se faire. Et c'était un peu la situation. On appelait les meilleurs fromagers, on disait on ne se connaît pas, on n'a aucune idée du marché, on veut créer quelque chose avec vous, mais on n'a pas une garantie qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter après. Alors ça, c'était un peu difficile. Là, j'ai eu mon ami de longtemps, Dominique Flammer, qui a écrit le livre Fromage suisse, je ne sais pas si vous connaissez, certainement, Kulinarische Erbe der Alpen, l'héritage culinaire des Alpes, aussi c'est des livres à lui, c'est un ami à moi depuis 30 ans. Et à lui, j'avais dit, 2015 encore, il a dit, mais tu fais maintenant ta idée de fromage? Il m'a dit, écoute, j'ai fait mon petit sketch là, une page, et ça me tenterait vraiment, mais je ne vais jamais y arriver d'avoir comment ça fonctionne. Je ne vais jamais convaincre qui que ce soit qui a une certaine qualité de faire ça avec nous. Soit je mets un argent fou sur la table, mais sinon, pourquoi il ferait ça? Et lui, il a dit, là, tu es trop vite, parce que s'il regardait les critères, il a dit, il y a des gens qui sont des amateurs, qui sont des passionnés, qui sont absolument pour faire des choses comme ça. Il m'a dit, tu prends mon livre qu'il m'avait régalé quand il l'avait écrit. Il a dit, tu prends mon livre, tu fais des croix, 3 ou 4 fromagers. Je te fais une date avec chacun de ces 4. Tu vas raconter ta idée. Si tout le monde dit, c'est une connerie, tu peux toujours faire de la pub jusqu'à la fin de tes jours. Mais après, tu arrêtes à me parler de ce fromage, s'il te plaît. Il est même venu avec, et il m'a ouvert les portes, j'ai fait mon pitch, et c'est vrai, alors c'est pas des bacs. Le soir, des 4 fromagers qu'on a visités dans 2 jours, ça prend un peu du temps, des 4, c'était dans tous les coins de la Suisse, on a commencé en Saint-Gall, on est fini à Genève. Les 4 qu'on a visités, il y a 3 qui ont dit, OK, on peut faire quelque chose. Et je me souviens encore, je suis descendu de la voiture à Zurich, parce que Dominique m'a posé à la gare, et il m'a dit, alors cherche une meilleure excuse. C'était ça ce qu'il m'a dit. Alors là, je suis un peu long sur ce point, mais ça m'a étonné, parce que là, pour moi, c'était le point qu'on n'arrive pas à faire. Après, oui, il faut faire l'affinage. Là aussi, on voulait faire comme il y a 100 ans, je vais parler de ça un peu après. Alors, une cave à nous pour faire ça. Après, il faut commencer gentiment à dire, mais qui va acheter nos produits? C'était aussi une chose à dire, ça sera pas mal si on n'a pas juste une cave remplie et on n'arrive pas à rien vendre. Après, finalement, on arrive à un point où on dit, les deux, là il y a minimum un point qu'on a un petit peu une idée de relations publiques et communication. Là, c'est quand même le métier qu'on connaissait le plus. Et après, on arrive à un point qu'on n'a toujours pas fait. Alors, on est arrivé en mai 2018, c'est pas vrai, c'est mai 2017, bien sûr. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Alors, mai de l'année dernière,
On a fondé notre société anonyme avec 40 partenaires. 40, c'est vraiment des family and friends qui ont donné une action ou quelque chose comme ça pour avoir un peu d'argent pour commencer. C'est tous des amateurs de fromage qui sont là avec nous dans cette aventure. Pour la marque, c'était mon collègue Michael il vient du monde de l'horlogerie. Et lui, il disait toujours, mais il faut faire comme Hayek. Parce que quand on a recommencé à faire les montres mécaniques, quand on a redécouvert que c'est vraiment la vraie chose, on a tous pris des marques qui n'existaient plus, on les a fait revivre. Et moi, j'ai dit, oui, ok, j'ai vu ça dans l'horlogerie, mais dans le fromage, à mon avis, il n'y a pas de marque. Il y a des recettes. Je ne peux pas reprendre un Emmentaler qui n'existe plus parce que, premièrement, il existe encore et deuxièmement, il n'est pas protégé. Alors, les Finlandais font, je crois, plus d'Emmentaler que nous, je ne sais pas quoi. De toute façon, moi, je ne voyais pas trop ça. Il a dit, mais on ne parle pas des marques de fromage parce que, bizarrement, il y en a peu. Il a dit, on va chez les commerçants, parce que lui, il vient de l'Emmental, il disait que c'était un peu le centre de la commercialisation des grands fromages, bien sûr, qui faisaient les grands meules là. Et on a trouvé les frères, le fils Mauerhofer ou Gebrüder Mauerhofer, c'était un des barons du fromage qu'il y avait là, des familles qui étaient devenues très riches, un moment avant qu'il y a eu la Kreisunion. Et de ces familles, les Joost, les Roth, les Mauerhofer, il y a je crois 5 ou 6. Lui, c'est l'historien, moi un peu moins. Mais il y a ceux qui existent encore, mais il n'y a plus personne qui est vraiment là et actif. Et on a juste dit, il est allé dans les archives de l'État, il a dit, pour nous, c'était frère Mauerhofer, c'était ça ce qui nous plaisait le plus. On a dit, ok, est-ce que cette marque existe ? On a vu la marque n'existait plus il y a des années, c'était disparu. On a dit, alors techniquement, on pourrait juste la prendre et fini. On a dit, ça on ne veut pas faire pour commencer avec une guerre avec la famille qui vient et dit, mais c'est pas correct, c'était mon grand-père qui faisait ça, je sais pas quoi. On a dit, on va chercher les gens. Ça a pris un peu de temps, mais pour lui c'était un plaisir parce qu'il est un historien de première qualité. Alors on a vu que de la famille direct du fromage, il n'y avait vraiment plus personne. La dernière personne était morte il y a quelques mois, en fait, avant qu'on avait commencé avec cette idée. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Après, on est allé parler avec des ex-concurrents. Une grande famille, il y a le monsieur Roth qui est encore à Berthaud, qui a tous les archives. Il nous a donné, par exemple, les photos qu'on voit ici. Et ça, il n'avait rien à voir avec Mauerhofer, mais comme ils étaient tous ils se connaissaient tous un peu, ils avaient un peu de cousins à gauche et à droite, dans toutes les familles se mariaient un peu ensemble. On a dit, on va quand même parler avec lui. C'est un vieux monsieur qui sait tout du fromage. Il nous a dit que c'est une connerie ce qu'on va faire, qu'il y a déjà 1000 personnes qui ont essayé ça et qu'il y a tout le monde qui a fait faillite, mais que il nous souhaite tout le bon et il nous a donné des photos, des documents qu'il avait encore. Il nous a donné 2-3 pistes pour aller chercher encore des gens. Alors on a dit on veut pas. C'était pas une marque qui existait. C'était pas une marque qui était une fois sur un packaging par exemple. Ça n'existait pas. Là ce qu'on voit là en haut avec le fils Mauerhofer, s'il y a des gens qui connaissent encore ça, je sais pas un mot en français. C'était des Schmelzkäse. C'est des fromages à tartiner, si on veut. C'était fait à une époque, ils avaient commencé à faire ça dans l'Emmental parce que ils avaient juste trop de fromage. C'était une façon de le garder durable. Et tout le monde avait le même packaging. Et ils écrivaient juste, il y avait aussi exactement le même packaging avec, c'était la famille Roth ou je ne sais pas quoi, en dehors. Ils avaient fait ensemble, ils avaient créé cette société qui faisait ces fromage à tartiner. Bon, pour le reste, on est juste allé chez un graphiste, un vieux pote à moi, et on a raconté l'histoire. Et ça, c'était un deuxième point très, très, très critique pour moi, parce que j'étais dans des agences pendant 25 années. Je disais, s'il y a une chose qui est claire et évidente, c'est moi, je vais être le pire client qui existe. Ça, j'étais sûr. Et Michael, il était côté client pendant 30 années. Il a dit, toi, je suis sûr que tu étais déjà le pire des clients. Alors, on a dit, comment on va faire ? Et ce qu'on a fait avec tout ce qu'on a fait après dans le marketing, on a dit, à la base, c'est vraiment plus notre job. On ne fait pas une chose marketing. Alors, ce qu'on a essayé, c'est de dire, tout ce qu'on fait, c'est choisir les gens ensemble quand on travaille. Par exemple, ce graphiste, je dis, moi, je connais quelqu'un, lui, il connaissait quelqu'un.
On est allé manger, on a discuté, on a raconté l'histoire, on a demandé comment lui, il a compris l'histoire. Et une fois qu'on a choisi quelqu'un, on a dit, là, on ne discute plus rien. Vraiment plus rien. On prend la première chose qu'il fait. Alors ce logo-là, que vous voyez qu'on a aujourd'hui sur nos choses, c'était vraiment le premier essai qu'il a fait. On a dit, on ne change rien. C'est les règles, on ne change rien. Ça reste comme ça. Alors c'est devenu un peu le monde, la site web, parce d'abord on a commencé, le premier fromage qu'on a vendu, c'était en ligne direct à des clients. On a des abonnements ou des paquets de fromage, comme vous voyez en bas ici, qu'on achète. Alors tout ce monde, on a dit, on lui laisse faire, parce que sinon on devient vraiment les pires clients. Après, les meilleurs fromagers, là aujourd'hui, je fais un peu plus vite, là on est content d'avoir, mais il y a même 2 qui ne sont pas encore sur cette liste, d'avoir vraiment des fromagers qui sont là, qui font des choses avec nous. Là à gauche en haut, il y a le Willy Schmid par exemple, qui est un peu souvent dans la presse, là, des meilleurs fromagers. Pour lui, on est content qu'il était d'accord de développer quelque chose avec nous. On fait une chose avec une trèfle épicée, Ziegerklee. Et nous, là aussi, on avait l'idée de dire, mais pourquoi on ne fait plus avec cette trèfle qui était dans ce fameux Schapziger, pourquoi on n'a jamais essayé à faire un autre fromage? Mais là, ça s'arrête. Nous, on ne sait pas plus. On va chercher cette trèfle, on dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui la fabrique dans une version bio? On est allé chez Willy, on a dit, est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose comme ça pour nous? Mais lui aussi, ce n'est pas un petit. Hein. Lui, là, il y a... L'autre côté du spectrum, Fritz Oberli, il a vraiment 12 chèvres pour faire son fromage de chèvre. Alors, il a quand même certains paysans qui lui donnent le fromage. Alors, on a toute une liste des gens qui sont prêts de développer des choses ensemble avec nous. La cave, c'était... là, on a vraiment eu, comment on dit ça? On peut dire du bol, c'est un peu très langage du bistrot. C'était toujours mon problème en français. Non, on était heureux, c'est mieux. On cherchait une cave aussi à l'ancienne. Et beaucoup des caves anciennes aujourd'hui sont utilisées pour autre chose, ou ils ont disparu. Carrément, les maisons des fromagers à Berthoud, par exemple, il y a encore une qui est vraiment là dans l'état comme il était. Et celle était juste vendue. C'était la maison de la famille Roth, alors un concurrent des Mauerhof. On a entendu que cette maison était vendue à ce monsieur-là, c'est Beat Wamfler, c'est un vétérinaire de cheval de course qui est de Berthoud. On ne le connaissait pas. Mon collègue Michael, là, il a dit, mais là, je suis sûr, j'étais là dans mon enfance, là, il y a des caves énormes là, sous cette maison. Alors on lui a contacté parce qu'il était le nouveau propriétaire de la maison. On a dit, ça nous intéresse, est-ce qu'on peut louer ou même acheter cette cave si vous n'avez pas besoin? Il a dit non, je viens de l'acheter la maison, je ne vais ni louer ni vendre, rien. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Parce qu'il connaît tout le monde à Berthoud. Il a dit, si vous cherchez quelque chose, je peux vous aider. On a dit, pourquoi qu'on cherche quelque chose? On a dit non, on voulait vraiment ces caves-là parce qu'on veut faire une chose avec du fromage. Et là, il a dit, mais c'est excellent, parce que là, vous êtes mes premiers clients. Parce que sa idée, c'était aussi de préserver cette maison, parce qu'à Berthoud, même si c'était un centre du commerce de fromage, il n'y a pas un seul musée, il n'y a rien qui raconte cette histoire, absolument rien. Et lui, il a acheté pour ça qu'il a acheté, parce que toutes les autres maisons sont disparues. Il a acheté la dernière, il a dit, moi, je veux que là, on fasse une chose qui tourne autour de fromage. Là, on voit, il y a des caves qui sont une hauteur de peut-être 5 mètres, une longueur de 20 ou 25. Il y a 2 caves comme ça. Après, on était de nouveau des amateurs. On est allé avec Béat et on est allé voir des fromageries. On a discuté qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, à droite, vous voyez un peu l'état de la cave aujourd'hui. On a refait pas mal et il fonctionne très bien. Les fromagers sont très contents avec le développement, mais c'est à l'ancienne, alors c'est vraiment fait à la main. On a 2, maintenant ils sont 3 même, des fromagers à la retraite qui viennent nous aider à soigner les fromages. Ils font ça, ils ont commencé avec 1 jour par semaine, maintenant ils sont là 3 jours par semaine. Et ça devient de plus en plus. Mais pour eux, c'est aussi, ils trouvent ça bien, alors ils ont plaisir de faire ça. Distribution, ce qu'on avait comme idée naïve, faut que encore 10 minutes ou
Ça va encore 10 minutes? Très bien. Alors, ce qu'on avait comme idée naïve, là, c'était, on avait juste fait la liste de dire c'est ça ce qu'il nous faut pour survivre. Parce que, justement, on est tellement limité en quantité qu'on ne peut pas dire on fait une chose et après on va voir Coop et on dit on va livrer Coop parce que la quantité que Coop a besoin d'un fromage, on n'arrive pas à livrer. Même pas dans une année ce qu'ils ont besoin dans un mois. Alors ça ne fait pas de sens. Alors on a dit, on commence avec un shop à nous, qu'on dit, on fait ça direct chez le client. Après, on essaie de voir s'il y a des autres shops, comme par exemple Farmy, qui ont déjà une clientèle qui sont, disons, plutôt bio, plutôt nature, plutôt nachhaltig, qui sont peut-être intéressés à voir nos produits. Après, il faut aller voir les fromageries, si on peut dire. Après, on a dit, retail, le plus grand qu'on pourrait aller voir, c'est peut-être encore un Globus. Ça pourrait encore aller de la quantité qu'on arrive à faire et aussi du positionnement. Et après, peut-être chercher des idées spéciales avec des gens qui font du commerce du vin ou dans les duty free ou je ne sais pas quoi. On avait juste encore un box qu'on avait dit là. On met un peu toutes les idées qu'on n'avait pas pu placer. Après, gastronomie et catering, mais là aussi, sur un niveau où on dit des gens qu'on est conscient qu'ils ne vont pas prendre des tonnes. Avec les prix qu'on va avoir, si on paye 1 franc par litre de lait, on ne va pas être dans une catégorie qu'on peut fournir après la grande gastronomie systématique. C'est logique. Alors là aussi, c'est des signes restaurants. Et après, on a dit, comme tout le monde, il faut voir si on trouve aussi une clientèle dans des autres pays, si on trouve des gens qui sont prêts, qui sont intéressés à distribuer nos fromages peut-être dans un ou l'autre pays. Alors aujourd'hui, je raccourcis un peu. Ça, c'était sur le plan de... il y a 1 an, si on était encore un peu là. On a eu de la fortune, si on dit. On est allé faire une dégustation chez Globus. Ils ont dit, vous pouvez venir, mais on ne fait pas de changement. On n'a pas besoin de nouveaux produits là au moment, mais vous pouvez venir. On a fait une dégustation. Il était intéressé. Il a dit, mais vous venez encore une fois quand je suis là avec mon patron. On est venu encore une fois et 1 semaine plus tard, ils ont dit on est intéressé de lancer cette marque chez nous. Alors, Noël 2017, on était déjà dans 8 filiales Globus et en plus, on a fait des très, très belles promotions. Ils se donnent une peine énorme là pour faire vous voyez ça en haut, c'est tout Globus qu'il fait. Après, dans le retail, le deuxième que j'avais, Farmy, aussi, on est allé les voir, on a dit ce qu'on a, on a fait une dégustation, on a parlé de ce qu'on pourrait livrer, ce qu'on ne pourrait pas. Ils ont pris nos produits et ça marche assez bien, c'est pas des quantités. J'ai vu, il y a des gens qui sont dans le fromage ici, dans la salle, qui vendent des quantités et qui vont rigoler si je dirais mes chiffres. Alors, c'est clair que ce n'est pas des tonnes chez quelqu'un comme Farmy, mais... Je crois que ça fonctionne bien pour nous. Après, tout nouveau, autour de Zurich, qui a un marché bio qui s'appelle Baxermert, qui a 5 filiales, qui a nos fromages depuis samedi. En fait, c'est tout nouveau. Et après, on a des choses, des petits magasins qui ont dit, ça c'est un boucher qui vend très beaucoup de fromage là, nouveaument. Et dans la gastronomie, on a justement là chez nous à Berthaud, il y a un avec une étoile Michelin et 17 points. Alors, on a fait une dégustation avec lui et il a dit, je prends tout. Alors, jusqu'au moment, on est très content comment ça se passe, mais c'est vrai qu'on est toujours dans une catégorie petite, limitée, ce qu'on arrive à faire. Communication, relations publiques, on a eu beaucoup de communication et ça c'était un peu prématuré, si on peut dire. C'était pas planifié encore de le faire, mais il y avait toute une discussion dans la presse sur le prix du lait. Et c'était justement, si j'aurais une date là quelque part que j'ai pas, mais je sais plus. Il y avait toute cette discussion. Moi, j'avais pris juste un peu le nom des journalistes qui avaient écrit quelque chose, qui n'avaient pas juste réécrit ce qui était dans SDA, qui avaient écrit quelque chose. J'ai fait un petit mail à tous et j'ai dit, je trouve bien que vous écrivez quelque chose sur ça. Nous, on a un concept qui va dans cette direction. On pourrait faire autre chose que juste se plaindre du prix. Et tout le monde a fait quelque chose. Alors là, on a eu vraiment... ça, c'était une belle première vague qu'on a eue. Par contre, il faut faire gaffe un peu. On a eu des choses comme, par exemple, les amis du Blick, bien sûr. Il a vu le mail que j'ai écrit. Il m'a appelé. Il a dit, mais vous n'êtes pas celui-là qui était
à la tête de cette agence et après, il voulait faire une histoire de manager qui fait du fromage. Alors, ça aide pas à la marque, ça aide pas au fromage. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai Blick qui veut faire quelque chose, mais il veut faire une histoire avec... C'est le mec qui avait fait Salt et Suisse et je sais pas quoi. J'ai pas besoin de ça et ça nous aide pas. Comment je peux faire quelque chose? Alors, j'ai dit, OK. Non, on peut faire cette histoire. Et un jour avant, j'ai appelé, j'ai dit, mais j'ai un problème, je n'arrive pas à venir, vous ne pouvez pas venir à Berthoud. Est-ce que ce sera possible? Je suis prêt à tout faire, mais est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas venir à Zurich. On n'est que deux et on est tellement, est-ce que ce sera possible? Alors, ils sont venus et je savais une fois que je les ai dans la cave, minimum, il y aura du fromage sur la photo. Même si le texte, c'est toujours pas ce qu'on voulait. Bon, ça, je crois que j'ai déjà... tout dit. À Bateau Nouveau, ce sera qu'en novembre, on sera dans les avions de Suisse si tout se passe bien. Et dans tout ça, je crois qu'on est... Ouais, je ne sais pas si c'est une histoire marketing à la fin. J'espère que c'était quelque chose, qu'il y avait quelque chose dedans pour vous. Mais s'il y a quelque chose dedans, même si vous n'êtes pas dans le fromage, je crois que c'était une chose qu'on n'a jamais perdu de vue. Et ce n'est pas pendant 30 ans, hein, c'est 1 an et demi. Mais ce qu'on n'a pas perdu de vue, c'était vraiment ça qu'on dit pourquoi on fait toute l'histoire. Et là, c'est le quoi qu'on fait, on peut le changer. S'il y a une chose qui ne fonctionne pas, on dit alors on ne fait pas notre propre marque, alors on essaie de faire ça avec quelqu'un d'autre. Si ça ne fonctionne pas, pas un problème. Le comment on va le faire, on peut dire bah, peut-être on n'arrive pas à faire un des points qu'on avait notés là. Ça aussi, on peut le changer. Si on n'oublie juste pas pourquoi qu'on a commencé à le faire. Je vous fais juste un exemple. On a eu des gens très très sympas, vraiment très sympas de Marseille qui nous ont contactés, qui sont venus nous voir, qui ont dit bah, nous, on est là, on fait exactement ce que vous faites. Ils nous ont montré ce qu'ils font. Ils ont une carta pour tous leurs producteurs avec 1000 critères, ce que nous, on a dans ces critères. Ils ont des listes comme ça, mais ils sont très professionnels et en plus vraiment très sympas. Et on a eu une conversation, on est allé manger avec eux, on a dit, mais c'est vraiment des gens qui pensent exactement comme nous. C'est vraiment bien. À la fin, on a dit, bah, on fait quoi maintenant? Vous êtes à Marseille, nous on est là. Et il a dit, bah, il faut que vous vendez nos fromages. Nous, on prend les vôtres. Et vous prenez les nôtres. Alors, ce sera de nouveau pas 30 tonnes, mais on a dit, bah, pourquoi pas? Il a des choses exceptionnelles et tout. Et on a presque déjà dit oui, on a dit, on réfléchit. Et après, on a pris cette phrase et on a dit, mais, ils font la même chose que nous, mais ils font ça pour la France. Alors, si nous, c'est juste parce qu'on voulait faire d'abord. Si on commence maintenant déjà, juste parce qu'il y a quelqu'un qui est très sympa, qui pense la même chose, on a dit, on peut essayer à lui aider, ce qu'on essaie maintenant, parce qu'on a une idée de ce que lui, il pourrait vraiment faire avec quelqu'un qui n'est pas nous. Mais on a dit non, c'est pas. Si on commence déjà maintenant à dire bah, c'est une opportunité, c'est vraiment bien, et en plus ils ont des excellents produits. Pour nous, ça sera juste, on a 30 nouveaux produits dans une minute. C'est justement là, oui, c'est la seule ratschlag que je peux vous donner, c'est bah, restez sur le why une fois que vous l'avez défini. Merci beaucoup. J'espère.